Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 10e épisode de ce podcast où je vais vous parler de l'ESA, de zombies au LHC, de rayons cosmiques et de planétarium. Commençons par le tweet de la semaine qui nous vient de Mars, puisque c'est Curiosity elle-même qui a tenu à démentir une rumeur tenace qui a tourné pendant des heures il y a quelques jours sur les internets mondiaux, à savoir qu'elle avait découvert quelque chose digne de rentrer dans les livres d'histoire. Rien que ça, hein. Et finalement, on se serait fait une fausse joie. Mon équipe estime que c'est cette mission dans son ensemble qui est digne d'entrer dans les livres d'histoire, a-t-elle précisé. Alors quoi, au final beaucoup de bruit pour rien y a-t-il vraiment quelque chose et la prudence est de mise avant la confirmation définitive, ou bien c'était que la maladresse d'un responsable scientifique un peu trop enthousiaste? Quoi qu'il en soit, ça concerne l'instrument SAM, en grande partie français d'ailleurs, qui est une sorte de laboratoire miniature de physique-chimie et qui a fait des prélèvements récemment, comme on peut le voir sur cette photo. SAM ne peut pas trouver d'organismes vivants, mais en revanche, il peut détecter des composés organiques qui peuvent être d'origine biologique et donc d'origine vivante. Il y a très longtemps. Cela dit, il ne sera pas en mesure de tirer cette conclusion tout seul, il faudra l'aide des autres instruments à bord de Curiosity pour le savoir. Donc si vraiment Sam a fait une découverte, elle pourrait être la première étape d'une découverte plus importante encore, mais qui prendra du temps à être analysée et confirmée. On en saura sans doute un peu plus début décembre lors de l'American Geophysical Union qui se tiendra du 3 au 7 décembre à San Francisco et où des résultats seront dévoilés. Patience donc, l'histoire attendra. Mais restons sur Mars, si vous le voulez bien, avec l'info de la semaine qui a son importance, parce que figurez-vous que la planète rouge n'est pas mortelle pour l'homme comme on le craignait jusqu'ici. Bon, en tout cas, pas au niveau des radiations. Alors moi, perso, du coup, j'ai déjà fait mon petit baluchon avec une dose d'oxygène, une gourde, une écharpe et un saucisson. Donc qui même me suivent, mais moi, j'y vais. Non, plus sérieusement. Le principal danger pour l'être humain dans l'espace, ce sont les radiations cosmiques. Mais alors qu'est-ce que c'est que ces petites choses-là ? C'est très simple, l'univers est en partie composé de matière qui est elle-même composée de particules, et l'univers est en perpétuel mouvement. Des étoiles naissent, vivent et meurent, des trous noirs et des galaxies se forment, des collisions se font, des explosions arrivent, etc., etc. Et il se trouve que tous ces phénomènes violents qui se produisent à chaque instant dans l'univers émettent des flux plus ou moins denses de particules, puisqu'ils proviennent d'événements en rapport avec de la matière, Donc quand une étoile explose ou qu'un trou noir se forme, des particules sont projetées dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière dans toutes les directions, dont la nôtre et celle de Mars, évidemment. Et c'est dangereux pour nous parce que ces particules modifient notre ADN. Elles provoquent des cataractes chez un astronaute sur 6, par exemple, et elles peuvent provoquer des cancers. À haute dose, si par exemple une éruption solaire se produit au moment où un astronaute fait une sortie extravéhiculaire, il peut en mourir en quelques heures. Donc c'est vraiment pas sympa. Mais sur Terre, la vie a pu se développer parce qu'on est protégé, nous, de ce vilain rayonnement cosmique par un bouclier magnétique qui réduit la dangerosité de ce rayonnement et du flux de particules qui nous vient du Soleil. Mais Mars a perdu son champ magnétique il y a 3,5 milliards d'années, ce qui laissait à penser qu'elle n'avait aucune protection contre les radiations. Mais en fait si. Son atmosphère, qui ne fait pourtant que 1% de l'épaisseur de la nôtre, agit comme un bouclier. C'est Curiosity qui a fait cette découverte et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'une des difficultés d'une mission habitée sur Mars, c'était justement de protéger les astronautes contre les rayons cosmiques. Donc si Mars n'est pas dangereux à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool. Bon, alors reste plus maintenant qu'à trouver une solution pour le voyage aller et le voyage retour qui dureront entre 8 mois et 9 mois chacun. Mais en tout cas, moi je fantasme un peu du coup. Je me dis que si plus l'atmosphère martienne est épaisse et plus elle protège des radiations, faudrait peut-être voir à l'épaissir cette atmosphère, à terraformer la planète pour pouvoir y installer des bases scientifiques et tout. Non, parce que bon, déjà qu'on va plus sur la Lune, alors si on peut pas espérer des trucs sur Mars, voilà, c'est nul. Mais justement, voilà. Puisqu'on parle de ne pas aller sur la Lune, ça m'amène à l'événement de la semaine, à savoir la réunion ministérielle de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui s'est tenue le 20 et le 21 novembre dernier à Naples, pour décider du budget et de la feuille de route pour la période 2013-2017. Parmi les projets proposés, il y avait le module Moonlander qui se serait posé sur la Lune avec un petit robot qui aurait préparé le terrain en vue de l'arrivée d'êtres humains. Mais malheureusement, ce projet n'a pas été retenu, donc ce n'est pas encore pour demain qu'un Européen ira tâter de la poussière lunaire. Mais quand même, il y a de bonnes nouvelles qui sont sorties de ce conseil. La première, c'est que le budget alloué par les 20 États membres est de 10 milliards d'euros, dont 2,3 milliards pour la France, et ce qui est moins que les 12 milliards espérés, mais bon, dans ce contexte de crise économique, le directeur général de l'ESA est très content. Mais à quoi va servir tout cet argent ?
Alors d'abord au lanceur de nouvelle génération, Ariane 6, qui sera prêt pour 2022, à des satellites météo, à la poursuite de la participation européenne à l'ISS jusqu'en 2020, à une collaboration avec la NASA concernant le vaisseau spatial Orion, qui prévoit d'envoyer des hommes sur la Lune vers 2020, donc on y arrivera peut-être quand même finalement, et bien sûr à la poursuite de la fameuse mission ExoMars, qui était encore en danger il n'y a pas si longtemps quand la NASA s'en est désengagée après leur coupe budgétaire. Du coup, comme la NASA n'est plus là, l'Europe va s'allier avec la Russie pour mener à bien cette mission, qui prévoit une sonde orbitale en 2016, et un robot en 2018 qui fera des forages et qui devra ramener donc des carottes martiennes sur Terre en 2020. Ces prochaines années s'annoncent donc passionnantes. Ah oui, non, et juste une précision, n'allez pas me dire que tout ça coûte cher aux contribuables européens, hein, ça va m'énerver, parce que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, mais Fernando Doblas, le chef du département de la communication de l'ESA, que j'avais eu l'honneur de rencontrer lors du tweet-up qu'ils avaient organisé il y a quelques semaines, et ben voilà, on l'écoute. Cette notion que l'espace, que tous les gens dans la rue pensent que c'est énormément cher, ça nous prend énormément d'argent, c'est le coût, le prix d'une entrée de cinéma. Mais cette entrée de cinéma par Européen et par an nous permet de voir un film. Ce n'est pas un film virtuel, c'est un film réel. Et ce film réel, c'est un film qui nous génère de la valeur, qui en plus nous donne plusieurs fois son prix en termes de travail, de retombées, des effets directs, des effets indirects, etc. etc. Voilà, donc l'ESA, ça ne coûte vraiment pas cher quand on voit toutes les merveilles, le rêve et les avancées scientifiques que ça nous apporte. Et justement, en parlant d'avancées scientifiques, je voudrais vous montrer l'image de la semaine qui est un exploit technique puisqu'il s'agit d'une photographie d'exoplanètes. Et je parle bien de photos, d'images directes, hein, pas de vue d'artiste. Elle est le résultat de 2 séries d'observations depuis un télescope situé à Hawaï en janvier et en juillet 2012, et elle vient tout juste d'être rendue publique. Et on y voit donc l'exoplanète Kappa d'Andromède B, qui est une géante gazeuse qui fait 13 fois la masse de Jupiter, donc un truc assez mastoc, assez énorme quand même, hein, et qui tourne autour de l'étoile Kappa d'Andromède qui se situe à 170 années-lumière de nous dans notre galaxie. Avoir une image directe d'une exoplanète si lointaine prise d'un télescope au sol, c'est vraiment un truc de malade, techniquement parlant. Et on y est arrivé. Donc bravo et félicitations à toute l'équipe qui a travaillé dessus. C'est émouvant, c'est vraiment émouvant de voir un monde aussi lointain. Et dans cette équipe qui vient de réaliser un exploit, il y a peut-être une ou plusieurs femmes, ce qui m'amène au bidule connecté de la semaine, à savoir une page Facebook nommée Science Factor. Science Factor, à la base, c'est un concours destiné à susciter des vocations scientifiques et technologiques chez les lycéens et notamment chez les lycéennes. C'est organisé en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Éducation nationale et Universcience avec la participation de l'astronaute Claudie Aigneret. Le principe, c'est de constituer des équipes de 2 à 4 jeunes, obligatoirement pilotées par une fille, qui devra présenter une innovation ou une invention qu'ils aimeraient réaliser une fois diplômés d'une filière scientifique. Pour participer, c'est très simple, il faut s'inscrire sur la page Facebook, et il n'est pas encore trop tard puisque c'est ouvert jusqu'au 31 décembre. Ensuite, les projets sont soumis au vote des internautes, et les 5 qui auront suscité le plus de votes seront présentés au jury lors d'une émission diffusée en Web TV. Donc plus d'1.0, tu meurs quand même. Hein. Alors je trouve ce projet génial, et le teaser qui va avec aussi, et que vous êtes en train de voir là, parce que les filles sont encore beaucoup trop sous-représentées dans les filières scientifiques. Je sais que, enfin, moi personnellement, si j'avais été face à ce genre d'initiative quand j'étais ado, ben ça m'aurait carrément influencé, au lieu de me laisser faire persuader que les sciences, c'était vraiment pas fait pour moi. Donc si vous m'écoutez et que vous avez des filles ados, même si elles sont qu'au collège, n'hésitez pas à leur parler de ce genre de choses. Et pareil d'ailleurs pour la jeune fille de Chalon qui m'écoute et que je salue, fais tourner à tes copines, parle-en à tes profs, enfin voilà. Donc ça trouve, ce genre de concours fera émerger la scientifique qui, je sais pas moi, qui trouvera la première une signature biologique sur une exoplanète, par exemple, sait-on jamais. En tout cas voilà, Internet est là pour rendre possible ce genre d'initiative, donc si vous êtes au lycée et que ça vous tente, foncez, vous n'avez rien à perdre et tout à y gagner. Quelqu'un qui fonce pour un projet, c'est bien Jean-François Consigli et c'est la personnalité de la semaine. Jean-François Consigli a 30 ans, il a un DEA d'astrophysique, mais il a préféré s'orienter vers l'enseignement plutôt que de continuer en doctorat. Alors son truc à lui, c'est de partager sa passion pour l'astronomie et de la vulgariser. Pour ça, il a ouvert un blog que je vous conseille, il anime des soirées d'observation, il fait des visites de sites astronomiques, etc. etc. Mais surtout, et c'est ça qui a attiré mon attention, il se bat pour la construction d'un planétarium à Nice. Son idée est partie d'un constat simple, il n'existe pas de grand planétarium, c'est-à-dire d'un diamètre supérieur ou égal à 10 mètres sur la Côte d'Azur. Voilà.
Donc d'après lui, c'est un projet long et difficile à monter, et il n'est qu'au début de cette belle aventure, mais il a ouvert un groupe Facebook dédié qui fédère de plus en plus de monde, et ils sont plusieurs à travailler sur le dossier qu'ils devront présenter un jour aux autorités compétentes. Bonne chance à lui donc, et si vous êtes niçois ou pas loin, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Autre initiative dans la culture scientifique et les internets, c'est ce long métrage amateur réalisé par des doctorants en physique au CERN, et plus précisément au sein du LHC, le grand accélérateur de particules de Genève. L'histoire surfe sur un genre à la mode en ce moment, puisqu'il s'agit d'un film de zombies avec comme slogan « La découverte la plus importante de la physique pourrait bien être la dernière ». Ta-ta-ta. Et comme des images valent mieux que 1000 mots, regardons donc la bande-annonce. Good morning. This meeting has been called because last night there was an emergency beam dump. Director, we have to stop the LHC until we assess the danger. No, finding the Higgs is the highest priority. Dr. Niven's got me working on this Higgs bioentanglement simulation. The God particle? I'm meant to be investigating how it acts on living tissue. You think Higgs radiation's dangerous? It's not you. The LHC's ramping. The team's still down there. Shut it off. I think you might die. Alors il sortira pas en salle, mais il sera en ligne sur leur site sous une licence Creative Commons. Alors personnellement, j'aime pas les films de zombies, enfin voilà, j'aime pas. Mais puisque ça se passe dans le LHC, ben j'irai le regarder quand même parce que faut pas me prendre par les sentiments, moi. Voilà. Et pour terminer, connaissez-vous le point commun entre Hélène Collins, Jean-François Clairvoy et Jodie Foster, à part d'être liés de près ou de loin au sujet abordé dans ce podcast évidemment? Eh ben ils sont tous les trois nés un 19 novembre. Donc voilà, lundi dernier. Hélène Collins, astronaute américaine et première femme à avoir piloté une navette spatiale, a fêté ses 56 ans. Jean-François Clairvoy, un astronaute français que j'ai eu l'immense honneur et bonheur de rencontrer et que depuis je veux épouser, a fêté ses 54 ans. Et Jodie Foster, qui a eu le rôle principal dans le film tiré du livre de Carl Sagan, Contact, fête elle ses 50 ans tout rond. Donc joyeux anniversaire à tout ce petit monde qui l'ont pour les 2/3 vu d'en haut. Et c'est la fin du 10e épisode déjà de ce podcast. Encore merci de me garder bien au chaud à la première place du classement des podcasts vidéo catégorie sciences et médecine, mais également toutes catégories confondues. Et la surprise de la semaine vient de la home d'iTunes, mais pas catégorie podcast, hein, genre la vraie home, où il y a tout le monde dedans, musique, films, séries, jeux, et la folle histoire de l'univers. Voilà. Okay, bah écoutez, merci. Voilà. Et n'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à laisser un commentaire, c'est la plus rapide et la meilleure façon de récompenser le travail que ça implique, parce que c'est beaucoup de travail. Et bien sûr, comme toutes les semaines, n'hésitez pas à regarder le 20-20h tous les dimanches à 20h sur France 5, vous m'y verrez raconter sans doute n'importe quoi. En fait, je crois que Scheim est à la chanson française ce qu'un quasar est à une galaxie. C'est cet ensemble de photons qui nous arrive à la vitesse de c, comme sorti d'un sursaut gamma. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? À la semaine prochaine, donc.